Alors, pour cette deuxième partie, je mets un focus sur les matériaux et les mises en œuvre particulièrement séduisants. Et là, je prends un risque parce que à partir du moment où on cite favorablement des éléments, ben, il y a tous ceux qui ne sont pas sur la photo qui vont dire: «Mais pourquoi tu n'as pas cité ça? Pourquoi tu n'as pas cité ça? Pourquoi tu n'as pas cité ça?» Donc c'est un exercice qui n'est pas facile et qui effectivement, risque, de ne pas me faire, que des amis par rapport à ça. Alors, j'ai fait quand même une modulation. J'ai dit, il y a ceux qui sont particulièrement séduisants et il y a ceux qui sont séduisants, mais plutôt de manière moins systématique. Alors, je vous propose ça sous la forme d'un tableau. On ne va pas prendre le temps là de regarder le tableau. Je vous dis simplement comme il fonctionne. Et Hélène vient de vous dire qu'il venait d'être posté sur la discussion. D'accord? Donc, enregistrez que dans les lignes, chaque ligne correspond à une mise en œuvre particulière et chaque colonne correspond à une famille de solutions techniques, de matériaux. D'accord? Donc la première famille, c'est le vrac, en petits éléments, chenevot, balle de riz, balle de sarrasin, balle de petit épeautre. La deuxième colonne, vrac, de laine de chanvre, de lin, bois, mouton, tissu recyclé. La troisième colonne, c'est des bottes de paille. La quatrième colonne, c'est la ouate de cellulose, qu'elle soit de papier ou de carton. La cinquième colonne, panneau de liège expansé. La sixième colonne, laine de chanvre, de lin, de bois, de mouton, voilà. Donc, etc., etc. Et les deux dernières colonnes, on a les bétons végétaux légers, qui sont généralement béton de chanvre, et les briques végétales isolantes, qui sont généralement briques de chanvre. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question sur le béton cellulaire, mais c'était un peu hors sujet c'est structurel, donc on ne pouvait pas vraiment comparer par rapport aux autres matériaux. Alors, ici, on voit finalement que pour l'isolation horizontale des coffres, ben, je dirais le vrac est très séduisant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cher, et il n'a pas coûté beaucoup à être produit puisqu'il n'a pas été travaillé, texturé. D'accord? Donc, et puis il y a aussi les bétons légers. Donc, je vous laisse ça en base. Je l'ai laissé quelques minutes là, mais on va reprendre l'ensemble de ces pistes-là sous forme visuelle. Donc, l'isolation horizontale de coffre, la balle de riz, la balle de riz de sarrasin, donc je fais une liste là, et chaque fois, je mets en début, vous voyez mon curseur là, je mets au début les matériaux qui ont tendance, qui sont le plus évident pour cette mise en œuvre-là, et puis une deuxième partie avec voir, donc c'est ceux potentiellement qui peuvent faire le job, mais qui amènent des contraintes particulières, mais qui peuvent avoir des intérêts par rapport à ça. Donc là, par exemple, j'amène des photos qui présentent la ouate de cellulose, la chenevot, la laine de chanvre brute, qui est proche et la balle de riz. Donc, vous comprenez, hein, le vrac coûte moins cher à être produit, il coûte moins cher à l'achat et il fait le job. Donc, je n'ai pas cité là, par exemple, les matériaux texturés, puisque les matériaux texturés, par exemple, la laine de chanvre en texturé, il y a de 15 à 20% de fibres pétrochimiques dedans pour amener la liaison. Donc, pourquoi utiliser de la laine de chanvre là ou de la laine de chanvre en panneau si le vrac, laine de chanvre, fait le job? Donc, vous voyez la logique par rapport à ça. Donc, ici, vous avez euh, une première famille de mise en œuvre, disons type de mise en œuvre, isolation horizontale de coffre, d'accord? Que ce soit entre étages, en comble, en coffre fermé, ou en toiture terrasse froide. Vous n'aurez pas dans ce diaporama de présentation de toiture terrasse chaude. C'est casse-gueule d'un point de vue technique et thermique. Voilà, donc je milite vraiment pour qu'on ne fasse plus de toiture terrasse chaude, même si effectivement la ouate de silos peut aller, et certaines fibres de bois peuvent aller dans des toitures terrasse chaudes, ainsi que dans certains cas du liège expansé, mais volontairement, je n'ai pas fait de fiche sur le sujet parce que je ne veux pas mettre en avant cette solution constructive pour différentes raisons. Trop de problèmes techniques qui ne viennent pas du biosourcé, hein. Là, on a un peu en biosourcé, mais il y a des problèmes techniques et ça ne vient pas du fait qu'il soit biosourcé. Isolation de sol de grenier et comble non aménagé. Eh bien, il y a une solution qui va de soi,
qui semble évidente, mais qui est presque trop évidente pour qu'on la mette en œuvre facilement, c'est de mettre 1 ou 2 rangs de paille. D'accord? La seule problématique qu'on a là, c'est par rapport au poids, par rapport à un autre isolant, d'accord? C'est plus lourd qu'un isolant de base. Là, on est avec des densités qui sont de l'ordre de 100 kg le mètre cube, alors que la Watt, on sera à 40 ou 50 kg le mètre cube en mise en œuvre là. Sinon, je dirais, vous avez la Watt de cellulose. Donc, c'est vraiment les deux matériaux qui ont tendance à s'imposer, mais l'eau de vrac va, sachant que paille et les autres vracs, attention à l'incendie. Je dirais, la Watt de cellulose est quand même protégée pour être pas hypersensible, et puis elle est accompagnée par un DTU donc, dans cette mise en œuvre-là. Donc, il n'y a pas tellement de stress, de questions existentielles à se poser avec la Watt de cellulose. Attention avec la botte de paille et les autres vracs. Les autres vracs, ben, on ne peut pas acheter de paille. Si vous allez une fois tous les 2 ans après une tempête voir si vos tuiles ont bougé, vous pouvez marcher sur la botte de paille. Sur les autres vracs, vous ne pouvez pas. Ça, cet avantage-là, vérifier par rapport à l'assurabilité vis-à-vis du feu, puisqu'effectivement, là, elle n'est pas protégée. Troisième troisième type d'isolation, isolation des rampants par le dessus. Bien, on se trouve un peu dans la même situation que tout à l'heure avec les coffres, sauf que là, on a de la pente. Donc, on sera particulièrement soucieux avec le vrac. Tout à l'heure, j'ai mis le vrac en avant. Là, je mets de la botte de paille en avant, puisque avec la botte de paille, quelle que soit la pente du terrain, du toit, on n'a pas de problème de tassement. On gère facilement les risques de tassement par rapport à ça, puisqu'on a des modules parapédiques denses, voilà, qui ne se déforment pas. Donc là, il n'y a pas de stress par rapport à ça, alors que la solution qui est présente au milieu, avec la balle de riz, de sarrasin, des poutres, eh bien là, effectivement, il faut faire attention pour ne pas avoir de problème de tassement sur la hauteur. Donc, généralement, on sera obligé de mettre des traverses régulièrement, et puis on sera obligé de mettre en pare-pluie, excusez-moi, en pare-pluie, un pare-pluie en panneau de bois. Donc, ça a un certain coût, mais on sera obligé de mettre un panneau de bois en pare-pluie pour retenir, justement, pour pas qu'il y ait de déformation du pare-pluie par rapport à ça. Et puis sinon, cette solution terre-chanvre projetée, un petit clin d'œil à Biobat. Si vous ne connaissez pas les vidéos Biobat, allez-y. Il y a un paquet de vidéos hyper intéressantes. C'est le centre de ressources du centre qui est de la région centre, Val-de-Loire, qui est derrière. Vraiment un super travail qui a été fait. Un petit clin d'œil à Luc Van de Menuy. Je ne sais pas s'il est inscrit, s'il participe. C'est par lui que j'ai eu l'adresse de cette diapo qui vient de sortir, de cette vidéo qui vient de sortir là-dessus. Effectivement, ça peut être une solution. Ça amène des contraintes. C'est une technique humide. C'est assez lourd, mais je dirais par rapport au bâti ancien et puis le fait de vouloir être dans un ensemble lourd avec des matériaux très capillaires et à très fort déphasage, c'est particulièrement intéressant. Nouvelle famille, isolation de rampant et plafond par le dessous. Et là, effectivement, par le dessous, voilà, c'est plus difficile de mettre du vrac. Donc la Watt de cellulose est très maîtrisée aussi là-dessus. Donc je recite la Watt de cellulose, mais je recite l'ensemble des laines texturées. Et là, par exemple, on a une laine de chanvre biofibre. Tout à l'heure, je ne l'ai pas proposé pour l'isolation de coffre par le dessus, parce que je dirais c'est dommage de mettre un produit aussi travaillé par rapport à ça. Mais effectivement, pour une mise en œuvre confortable par le dessous, là, effectivement, des produits texturés comme le tissu recyclé, la laine de tissu recyclé, les panneaux de laine de chanvre, les panneaux de paille de riz, de laine de lin, de laine de mouton sont particulièrement séduisants. Et puis, moyennant adaptation, vous pouvez, par exemple, injecter de la laine de chanvre en vrac. Donc là, un petit clin d'œil à Ecopertica. J'ai su qu'il y avait des problèmes avec Ecopertica. Je regrette parce qu'il y a vraiment des entreprises, des initiatives qui ont fait avancer le chemin public, et je dirais, il n'y a pas forcément des financeurs derrière qui permettent de tenir s'il y a des aléas, des choses comme ça. Mais Ecopertica a fait un travail phénoménal, entre autres sur le chanvre. Et là, c'est une photo de Copertica qui injecte de la laine de chanvre en vrac en isolation par le dessous. Nouvelle famille, isolation de rampant, méthode Sarking. Alors,
Là, traditionnellement, on a, en isolant biosourcé, de la fibre de bois dense. Le problème de la fibre de bois dense, c'est son énergie grise. C'est-à-dire qu'elle consomme beaucoup d'énergie à être produite et simplement enregistrer que maintenant on arrive à faire du sarking avec de la fibre de bois seulement moyennement dense, donc c'est tout gain par rapport au bilan énergie grise. Simplement, c'est des systèmes spécifiques d'accroche. Donc, ce n'est pas du tout la même technique, pas tout à fait la même technique de mise en œuvre. Et puis sinon, en presque sarking, et une solution un peu bâtarde entre coffre et sarking, la botte de paille est également utilisée. Donc, vous voyez, hein, dans la terminologie que j'amène, hein, panneau de fibre de bois plus ou moins dense, voire botte de paille, c'est-à-dire que ce qui est avant le voire sont les solutions qui ont tendance à s'imposer de manière évidente, et voir, c'est pourquoi pas, mais moyennant adaptation. Ici, vous avez isolation de coffre pour les murs, pour les rampants, pour l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on a de la botte de paille. Donc là, c'est vrai que la botte de paille, on la retrouve souvent, mais c'est assez intéressant. Je dirais la grosse problématique de la botte de paille, c'est son épaisseur. D'accord? En ITE, maintenant, on a de la botte de paille qui fait 22. Donc, on n'a plus cette problématique-là. Effectivement, son lambda n'est pas génial. On est pas loin de 0,05. Donc, un lambda qui n'est pas des meilleurs, mais effectivement, vu que le matériau coûte quasiment rien, si vous avez de l'épaisseur, c'est quand même un matériau séduisant dans pas mal de cas. Ici, on retrouve la botte de paille, donc un petit clin d'œil à Bâti Nature et à Isou, une petite erreur, je corrigerai. Donc là, hop, voilà, pour que ce soit bien dans les têtes, voilà, c'est Isou, hop. Donc, on fait des panneaux comme ça. Et le petit clin d'œil, je ne savais pas que Hélène allait en parler, mais quand elle a parlé de tout à l'heure d'un autre formateur qui intervient pour la Scope des deux rives, eh bien, il y a entre autres l'acteur qui est l'ingénieur thermicien qui a travaillé sur ce projet-là. Donc, un projet, un R+8, 6 et 8 en bois, donc ossature CLT, avec des coffres bois ramenés contre l'ossature porteuse, donc réaliser que la botte de paille fait le job. La plupart des vracs et des bétons végétaux également, mais attention, bétons végétaux, c'est une technique humide, donc ça amène des contraintes particulières, d'accord, mais c'est jouable par rapport à ça. Et puis les vracs, attention, c'est un risque par rapport au tassement, donc il faut travailler, il faut trouver, pareil que mes rampants tout à l'heure, des systèmes de telle façon à ce que quelque part un compromis entre densité amenée et grandeur des volumes à isoler. Et généralement, on met des traverses pour qu'il n'y ait pas de tassement cumulé. Remplissage en trossature, finition enduite, on a la botte de paille, donc c'est l'utilisation ancienne de la botte de paille. Et regardez, là, c'est le chantier expérimental de Montaulier dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, le premier ERP, la Damascene, qui a quand même plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'est bon, maintenant, les ERP, les immeubles de grande hauteur, pour la paille, on maîtrise, on a des références par rapport à ça. Également, les projections de chanvre chaud, ou mieux, de chanvre terre. Et puis, maintenant, vous avez des briques de chanvre. On a des briques de chanvre qui viennent en complément d'une ossature bois, ou ici, d'une ossature béton. Donc, effectivement, l'ossature bois a un meilleur bilan environnemental, mais pour des maçons qui veulent faire des maisons, je dirais, de maçons biosourcés, grâce à Biosys, c'est possible. Maintenant, nouvelle famille de solutions techniques, réfection des remplissages entre pans de bois. Vous avez les bétons végétaux légers, donc majoritairement, il y a plein de bétons possibles, mais je dirais, à part le béton de chanvre, ils sont dans un milieu hyper confidentiel. Il y a des bétons avec des copeaux de bois, il y a du béton avec des miscanthus, du broyat miscanthus, mais c'est d'abord et avant tout le béton de chanvre qui est connu. Et c'est vrai que pour refaire des colombages, c'est assez séduisant parce que le béton chanvre chaud, ou mieux le béton terre chanvre, mieux d'un point de vue environnemental, il n'y a pas photo entre les deux, mais en tout cas, ces bétons légers à base de chanvre ont un comportement assez similaire au bois. Donc, je dirais, ils font assez bonne compagnie des colombages, et sachant qu'on peut
être en technique sèche, ici, par exemple, avec de la brique de chanvre. Je reprends deux choses que je viens de noter sur le chanvre chaud ou mieux le chanvre-terre. Si vous voulez avoir un point sur le sujet, je répète les liens là avec les filières, construire en chanvre d'une part et chanvrier en circuit court d'autre part. Et puis un petit article qui fait le point sur le sujet, donc béton de chanvre, beaucoup d'opportunités. Donc vous voyez, une fois que vous aurez votre PDF, hein, vous prenez là, vous cliquez là-dessus et vous téléchargez l'article béton de chanvre, beaucoup d'opportunités. Je pense que le lien PDF sera donné d'ici disons milieu de semaine prochaine sur le site de la Scope des Deux Rives. Isolation extérieure enduite, panneau de fibre de bois dense, c'est bien connu ça maintenant, voire bottes de paille ou briques isolantes. Donc ça, c'est plus anecdotique, mais c'est une filière qui est loin d'être stupide pour la paille aussi. Mais en tout cas, panneau de fibre de bois dense, ça maintenant on maîtrise, on a des avis techniques sur les… La problématique, c'est pas l'isolant, là c'est l'accrochage de l'enduit sur l'isolant et la pérennité de l'enduit. Mais vous avez des avis techniques et les avis techniques renseignent les couples enduit et isolant. Briques de chanvre, ça le fait, et bottes de paille, ça le fait aussi, avec un petit clin d'œil quand même, les pailleux d'Île-de-France ont quand même été très inspirés avec il fallait y aller, hein, faire en pleine ville, une isolation extérieure avec un matériau quand même pas encore vraiment connu sur le territoire français en ITE, fallait oser y aller. Donc bravo aux acteurs de la paille d'Île-de-France d'avoir permis ce précédent. Donc Paris Habitat a isolé, donc il me semble que c'est 7 étages, avec un système de paille sanglée. Alors qu'ici, sur la gauche, une photo d'Amaco, où là, la paille est fixée via une ossature bois. Donc, vous avez 3 systèmes d'accrochage de la paille en ITE, soit elle est sanglée, comme l'exemple de droite, soit fixée via une ossature, comme l'exemple ici, et sinon, avec la paille de 22, on arrive maintenant à faire ça avec des connecteurs plastiques. Isolation intérieure de murs maçonnés. Alors là, vous verrez dans le texte que je ne mets pas fibre de bois, je mets certaines fibres de bois, je mets certaines laines de chanvre, certaines laines de lin, mouton. Voilà. Donc j'ai le terme certain qui arrive là. Simplement, je rappelle que l'isolation par l'intérieur eh bien, est plus risquée qu'une isolation par l'extérieur par rapport à la problématique d'humidité, parce que quand on isole un mur par l'intérieur, et c'est le même problème avec de la laine de verre ou du polystyrène, d'accord, le mur devient froid, donc humide en hiver. D'accord. Donc, il faut avoir une attention particulière par rapport à ça. Et je dirais, tous les isolants biosourcés ne vont pas en ITI. Donc, regardez bien si vos isolants, les produits que vous voulez utiliser vont en ITI. D'accord. Là, je prends l'exemple de matériaux qui ont des avis techniques pour aller en ITI, laine de chanvre, isolation intérieure, et puis la ouate de cellulose, vous avez des dizaines. Alors, je ne sais pas si Claude Lefrançois, j'ai déjà participé plusieurs fois à ces conférences, mais jamais en direct. J'ai vu qu'il était dans les nombreux inscrits. Donc, Claude, si jamais tu es ici, tu as un bonjour en direct, et merci des photos que tu m'avais envoyées à un moment donné qui montraient, entre autres, là, une isolation par l'extérieur en ouate de cellulose, projetée humide, sur murs en pisé, voilà, sur des murs fragiles. C'est vrai que la ouate de cellulose est particulièrement intéressante. On le verra, entre autres, dans la diapo d'après également. Isolation intérieure capillaire, donc ça, c'est une isolation qui n'est pas tellement connue en France, qui est bien connue en Allemagne. J'habite dans l'Est, donc l'Allemagne n'est pas loin, qui est un peu connue en Suisse, mais c'est surtout en Allemagne, où quand on a un mur qui est particulièrement fragile, donc c'est le cas, par exemple, des murs en pisé, en briques ou en terre crue, en adobe aussi, eh bien, le fait d'avoir un isolant capillaire facilite son assèchement. Et par rapport à ça, il y a 2 matériaux qui sont particulièrement intéressants, biosourcés, la ouate de cellulose projetée humide, c'est encore mieux, mais la ouate de cellulose de manière générale, mais surtout la projetée humide, et les mélanges chanvre chaud, certains mélanges chanvre chaud, et le mélange chanvre-terre. Donc là encore, je fais un coup de pub. Et puis, j'ai mis Arthur Éloin de Minibus. La prochaine conférence qui sera à la Scope des Deux Rives, c'est entre autres avec lui. C'est voilà, une personne, moi, qui m'impressionne beaucoup, qui bosse très bien, qui travaille au développement du chanvre-terre,
Et voilà, j'avoue que c'est pas tous les ans que je croise des personnes aussi exceptionnelles. Donc, je comptais le mettre en avant et je suis content de faire cette conférence qui le met en avant. C'est une personne qui va compter dans les années à venir, parce que moi, entre nous, voilà, moi, la retraite, bien qu'elle recule d'année en année, mais elle est quand même pas loin. Donc, dans les générations à venir, c'est Arthur Éloi de Ménibus qui va faire partie des gens importants pour le développement du biosourcé. Enduit isolant. Un enduit isolant, c'est un produit qui a quasiment le lambda d'un isolant et qui est une solution par défaut, donc qu'on va pas choisir par choix. Je ne peux pas isoler, eh bien je peux refaire un enduit, je fais un enduit isolant. D'accord. Et généralement, c'est pour des bâtiments qui sont protégés d'un point de vue patrimonial qu'on a cette attention-là. Et sur la dizaine d'enduits isolants qui existent en France, vous en avez 2 qui comportent des biosourcés. C'est principalement par nature de Parex-Lanco, avec du chanvre. D'accord. Et c'est Aga Biotherm, qui est une production allemande, alors que Parex-Lanco, c'est fabriqué en France par rapport à ça. L'enduit chanvre chaud mis à la truelle a un lambda de 2 à 4 fois moindre. D'accord. Donc, pour moi, ce n'est pas un enduit isolant. Quand je parle d'un enduit isolant, c'est un enduit qui a quasiment le lambda de l'isolant, isolant avec son ancienne définition qui disait qu'il pouvait être cité d'isolant, un matériau qui avait un lambda inférieur à 0,07 de tête. Voilà. Isolation maison ossature bois avec cloison avec ossature, c'est bientôt terminé, je vois le temps qui passe. Là, on retrouve l'ensemble des panneaux de fibres de laine de bois ou de fibres de laine de lin, de mouton, de paille de riz, de chanvre, de coton recyclé. Donc, on retrouve tous ces matériaux-là. Donc là aussi, on trouve aussi des mélanges comme là, Biofibre qui fait un Biofibre trio qui mélange du chanvre, du lin et du coton pour avoir les petits avantages de l'un et de l'autre sur le même produit. Et on retrouve la possibilité de vrac, comme on a vu tout à l'heure pour des coffres d'ITE ou des coffres de murs, de rampants pentus. Mais attention, là, il faut gérer finement les risques de tassement. En tout cas, la ouette de silose est bien maîtrisée là, et la botte de paille aussi. Réalisation de murs, cloisons autoportantes, c'est généralement avec des briques isolantes, et je vous ai dit, c'est majoritairement le chanvre qui a pris le marché par rapport à ça, avec Isoe, une petite entreprise belge qui est plutôt sympathique et qui s'implante dans le quart nord-est de la France. Et puis maintenant, donc là, c'est une nouvelle piste possible avec les bottes de paille porteuses qu'on fait avec de la petite botte ou de la grosse botte. Donc c'est intéressant, mais vous voyez que c'est quand même une contrainte très particulière vu l'épaisseur des murs. Donc on a 80 cm de mur, mais là où vous n'avez pas le mètre carré constructible très cher, pourquoi pas? En tout cas, c'est plus que séduisant. Moi, je suis très proche d'ossature bois, donc je n'ai pas culture de la botte de paille porteuse, mais certains acteurs du réseau français de la construction en paille travaillent bien sur le sujet. Isolation terre-plein, bas de mur, eh bien, je ne vois que le liège en biosourcé. Et là, je déconseille, par exemple, certains acteurs du chanvre proposent du chanvre chaud. Je le déconseille ouvertement. Si vous avez une inondation ou un dégât des eaux, faudra la probabilité pour que vous soyez obligé de tout casser pour changer est réelle. Donc, dans ces espaces confinés qui peuvent être soumis à des dégâts des eaux, je ne vois que le liège en panneau ou dans des bas de mur. Là, c'est une amie architecte, Mylène Kaji, qui gère certains murs en végétal sur les parties en élévation, mais pour le bas, si elle a quelques questionnements, eh bien, elle commence par une épaisseur de béton allégé, mais avec du liège. Un coup de pub sur les productions, donc
conception bioclimatique, l'isolation thermique écologique. Et là encore, vous voyez, hein, avec le curseur, je viens là, vous avez cliqué là-dessus, vous avez une présentation du bouquin. De la pub sur les MOOC. Les MOOC, c'est les formations gratuites qui sont sur Internet. Et donc, je suis derrière une de ces formations qui tourne. Vous pouvez la suivre quand vous voulez. Hein. Vous tapez MOOC Rénovation Performante, vous vous inscrivez et vous suivez la formation. Il y a plein de MOOC sur la plateforme du ministère et de l'ADEME, donc plein de formations gratuites. Donc, entre autres, un qui commence ces jours-ci sur le bâti ancien, qui est assez bien adapté ensuite de celui-ci, d'accord. Et puis sinon, l'AQC a fait des MOOC intéressants, et sinon, il y a eu déjà des MOOC sur la construction biosourcée. Voilà, donc un coup de pub par rapport à ça. Et puis, effectivement, je mets en avant cet ouvrage-là, puisque je dirais, il est sorti, donc dans son ancienne version signée par Jean-Pierre, on l'a complètement revu en 2008-2009, il est sorti en 2010, et là, c'est la nouvelle version. Donc, vous voyez, là, voilà, avec le petit pictogramme, édition 2023. Je l'ai remis à jour sans Jean-Pierre, car Jean-Pierre Oliva a eu la mauvaise idée de mourir en 2014, mais enregistré que si vous avez l'ancien, le premier de Jean-Pierre, qui s'appelait l'isolation écologique, enregistré qu'on a écrit celui-ci 10 ans après, parce qu'on avait appris plein de choses entre 2000 et 2010. Voilà. En revanche, si vous avez la version 2010, celui-ci n'est pas d'un grand intérêt. Voilà, c'est un peu de réactualisation, mais il n'y a pas énormément de différence entre la version 2010 et la version 2023. Et puis sinon, plus d'infos sur les biosourcés sur la page dédiée du site associationarcane.com. Et puis, si jamais vous avez des retours à faire suite à cette conférence, enregistrez, vous pouvez me contacter par l'adresse internet arcane.ass@wanadoo.fr. Donc, soit vous le notez là, soit vous le noterez quand vous aurez accès au diaporama, donc d'ici quelques jours. Voilà, merci beaucoup pour cet échange-là, et j'ai mangé, je m'excuse, 10 minutes de trop par rapport à ça, mais moi, je peux déborder après 1 heure. Désolé pour celles et ceux qui doivent partir à 13 heures. Je propose à Hélène et Céline qu'on tienne jusqu'à 13h15. Alors, on va être très rapide sur les questions qui ont été de nouveau très nombreuses. On va couper dans le gras et puis prendre quelques grands chapeaux de questions. On avait déjà toute une série de questions sur les toitures terrasses, Ouais. notamment toiture terrasse froide, ventilée ou non. Et un intérêt donc pour ces questions de toiture terrasse froide ou chaude, et le choix du meilleur isolant pour les toitures terrasses chaudes. Alors, vous voyez, j'ai remis en pense-bête le tableau que je proposais là. Les toitures terrasses froides, un rappel, parce que même moi, je ne connaissais pas, il y avait plusieurs définitions, et puis ce qu'on disait était divers selon le lieu, les personnes avec qui on était. Donc, on appelle toiture terrasse chaude les toitures terrasses qui n'ont pas de ventilation entre l'élément qui reçoit la pluie et le volume isolé. D'accord ? Donc, une toiture terrasse froide, c'est une toiture terrasse. Il y a une ventilation sur l'extérieur entre l'espace ventilé et le support de l'étanchéité de la toiture. La toiture terrasse chaude, en maçonnerie, elle est à peu près maîtrisée. En ossature bois, il y a beaucoup de sinistres par rapport à ça, et qui ne viennent pas du tout de l'isolant, parce que la majorité de ces toitures-là sont isolées avec des produits, soit de la laine minérale dense, soit des produits pétrochimiques. Voilà. Donc, une toiture terrasse chaude, beaucoup de sinistres actuellement, et quelque chose d'assez illogique par rapport au confort d'été. D'accord ? Donc, par rapport à ça, mais bon, la ouate de silose peut faire l'affaire, mais il vous faudra, et certaines fibres de bois peuvent faire l'affaire, mais il vous faudra une étude spécifique pour valider cette solution.
C'est des solutions qui ne sont pas habituelles et il faudra une étude, donc il faudra un bureau d'études thermiques qui s'engage, ou structure qui s'engage sur le complexe. Mais en biosourcé, on trouvera 2 matériaux en toiture terrasse chaude, soit la ouate de cellulose, très majoritairement de la ouate de cellulose, et quelquefois de la fibre de bois, les panneaux de fibre de bois. Les toitures terrasse froide, on est dans un système coffre, donc on a le choix entre toutes les solutions qui sont présentées dans la solution là. Donc c'était la première diapo où on avait multitude voilà, de solutions possibles. Donc 5 photos, mais des dizaines de matériaux. Là, on n'est pas dans une situation complexe. Merci Samuel. Merci Samuel. Des questions sur les risques de mise en œuvre des isolants biosourcés. Sont-ils les mêmes que les isolants non biosourcés, notamment d'un point de vue sanitaire pour les artisans qui mettent en œuvre? C'est du même style. Après, ce sera produit par produit. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui font plus de poussière que d'autres. Je dirais, quand on injecte la ouate de cellulose, la ouate de cellulose, c'est de la poussière de papier. Disons, la poussière de ouate de cellulose, c'est de la poussière de papier. Donc, c'est du poison. Voilà, c'est pas bon à respirer. Autant pour les bâtiments isolés en ouate de cellulose, il n'y a pas de problème particulier parce que c'est contenu. Mais quand on insuffle la ouate de cellulose, on est dans une ambiance poussiéreuse et on a besoin de bonne protection. D'accord ? Donc, on voit que ça dépendra du matériau et ce n'est pas du tout spécifique au fait que ce soit un biosourcé ou pas. D'accord ? Donc, c'est un problème de poussière ou de poussière qui viennent de la mise en œuvre, quand c'est une mise en œuvre projetée, ou insufflé, on a des risques par rapport à ça. Et puis, sinon, c'est les chutes de coupe. Effectivement, quand on coupe de la fibre de bois, on a de la poussière de fibre de bois, et puis il y en a un petit peu qui s'envolent, des choses comme ça. Donc, voilà. Tout le monde est d'accord pour dire que le bois est un matériau sain. J'irais contacter ou regarder l'espérance de vie des menuisiers à l'époque où il n'y avait pas des super systèmes de ventilation. Donc, c'est un problème pour les artisans, disons, qui sont soumis aux poussières. D'accord ? Pour l'instant, et à ma connaissance, j'essaie d'être au courant, mais il y a tellement d'études qui sont sorties, mais qui sortent régulièrement, mais pour l'instant, on n'a pas repéré de problématiques pour l'habitant spécifiques par rapport à ça. Il y aurait des flocages, mais il n'y a pas vraiment de flocage. On peut avoir quelquefois des flocages qui restent, voilà, mais c'est très peu par rapport à ça. Donc, vu que l'isolant est empaqueté quelque part derrière un parement, derrière un pare-vapeur, un frein-vapeur ou une membrane hydrovariable, mais je dirais, en tout cas, il n'y a pas de lien entre potentielle dégradation de la qualité de l'air intérieur et choix d'un isolant biosourcé. En revanche, l'isolant biosourcé peut intervenir sur le confort, la qualité de vie, donc une approche sanitaire un peu plus globale. Et là, c'est les caractéristiques que j'ai mis en avant par rapport à l'humidité, le fait qu'il soit capillaire et surtout qu'il soit hygroscopique. On avait quelques questions sur la pertinence environnementale du béton de bois, dont la FDES semble très favorable. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vous ai dit que je n'étais pas branché tous les jours sur la basse-Ignès, et en l'occurrence, je n'ai pas lu la FDES béton de bois, mais le béton de bois, ça dépendra, je dirais, ça a une bonne note du fait du bois, comme pour le chanvre, hein. La bonne note du béton de chanvre, c'est pas le liant, c'est le chanvre qui mérite cette bonne note, sauf si effectivement le liant est un liant terre, où là finalement on a une bonne note aussi pour le liant. Mais pour les bétons de bois qui sont, me semble-t-il, à base de chaux adjuvantés, comme pour le chanvre. Donc les bétons de bois, c'est, me semble-t-il, soit de la chaux adjuvantée, soit des ciments adjuvantés. Mais la note est bonne par rapport à un béton, ça n'a rien à voir, puisqu'il y a le côté végétal, mais elle est plutôt moins bonne, beaucoup moins bonne qu'un végétal non lié.
Donc, vu que je ne connais pas la FDES, je ne peux pas m'exprimer sur la FDES, mais vu que je croise ces données-là depuis pas mal de temps, je dirais le liant chaud adjuvanté ou ciment adjuvanté plombe la note si on la compare à un isolant. Si on la compare à une brique monomure parce qu'il serait autoporteur, là, c'est différent. Très bien, on est en train de dépasser le temps, donc on va te poser la dernière question ou grappe de questions qu'on a identifiées sur la ressource, comment trouver les filières locales, comment identifier les filières locales, est-ce qu'on a des conseils de réseau à contacter? Donc, nous, dans notre pratique quotidienne, on est beaucoup en contact avec les centres de ressources bâtiments durables qui existent dans toutes les régions, avec les réseaux type Réseau français de la construction PAD. Est-ce que tu as d'autres recommandations, Samuel? Alors, c'est une occasion qui m'est donnée pour dire que le PDF sera un peu plus riche que les diapos. Vous avez vu, j'ai limité les diapos et j'ai quand même, sur l'ensemble, j'ai dérapé de 15 minutes que quelque part j'ai volé à l'échange. C'est toujours frustrant, mais je ne suis pas arrivé à faire mieux par rapport à la gestion du temps. Mais vous aurez quelques diapos supplémentaires et je mettrai en avant une diapo. Il y aura une diapo pour avoir l'adresse des centres de ressources locaux qui viendra en complément de celle que j'ai présentée tout à l'heure sur les filières. D'accord? Donc, si vous voulez vous investir, voilà. Et puis sinon, moi, je conseille aux professionnels du bâtiment de se syndiquer. D'accord? Et je dirais que ce soit la CAPEB, la FFB pour les entreprises. Moi, je sais que je travaille selon les lieux, j'interviens régulièrement, soit pour la FFB, soit pour la CAPEB. J'ai cité la FFB tout à l'heure, qui a eu le PIF il y a 20 ans pour investir dans le projet il y a plus de 20 ans, 25 ans pour investir lourd dans le projet de Montaulier. Par rapport à ça, je travaille aussi avec les CAPEB, donc, et pour les archives, pour les ingénieurs, vous avez des interpros, pour les maîtres d'œuvre, vous avez le Synamom. C'est-à-dire que investissez dans le collectif pour avoir des échanges sur les sujets qui vous semblent nouveaux. Mais encore une fois, ces sujets semblent nouveaux plus qu'ils ne sont nouveaux. Même si certains matériaux, comme tout à l'heure, j'ai cité plusieurs fois le panneau de laine de paille de riz, c'est quelque chose d'assez récent. Il a à peu près 5 ans. J'ai cité la membrane orientée. Donc c'est un produit suisse de marque Siga pour ne pas faire de pub. Pareil, ça a 5 ans. C'est-à-dire que dans ce dont on parle, il y a des produits nouveaux, mais la majorité des produits ont 30-40 ans. Et 30-40 ans de recul, en France, on est quand même bien placé avec l'Agence Qualité Construction pour repérer les problèmes quand il y a des problèmes récurrents. Et une des études qui est en lien avec ce diaporama-là montre qu'il n'y a pas de problème particulier de repérer sur les biosourcés à partir du moment où on respecte les mises en œuvre adéquates. Merci Samuel. Effectivement, à l'issue de la bulle qui arrive là incessamment sous peu, donc nous vous enverrons, ce sera en réalité d'ici la semaine prochaine, le support qui sera disponible sur le site de l'association Arcane. Nous en ferons le relais aussi sur le site de la Scopelée de Rive. Nous allons produire de notre côté le classique fil de la bulle qui reprendra un retour sur nos échanges, les questions qui ont été posées, le chat qui a été extrêmement riche aujourd'hui, et les replays des vidéos et des podcasts seront disponibles sur le site internet de la Scopelée de Rive. Donc, on vous fera parvenir tout ça, effectivement. Et il est temps maintenant de passer aux remerciements. Merci beaucoup, Samuel, pour cette balade photo qui dresse l'état des lieux de 30 ans d'expérience des biosourcés. Vraiment un grand merci de nous avoir partagé cette riche expérience et expertise que tu as généreusement synthétisée de manière très claire, illustrée et efficace. Merci de m'avoir invité. Vous avez bien fait parce que je ne serai pas forcément là pour les 40 ans. Ou bien en tant que jeune retraité, j'écouterai Arthur ou d'autres personnes reprenant le flambeau.
pour le plaisir. On est bien là aussi tous pour les passages de témoins. Donc, on retient aussi que ça présente une question de posture professionnelle à affirmer ou à confirmer au vu de ces nombreux choix possibles sur les biosourcés, et qu'il s'agit bien d'être dans l'anticipation d'aujourd'hui et de ne pas se retrouver en situation de pompier pyromane dans le feu de l'actualité et de solutions court-termistes, comme on a pu l'observer récemment dans les crises qu'on connaît, que ce soit Covid et écologique par rapport aux vivants, les conflits en Ukraine, la tension sur les énergies, la tension sur le nucléaire. C'est notre responsabilité, ce qui se joue aujourd'hui, et donc ayons cette vision et allons-y collectivement. C'est aussi une question d'éthique professionnelle. L'isolation, c'est aussi beaucoup d'argent investi, notamment quand on réhabilite. Faire le choix des biosourcés, c'est aussi financer d'autres systèmes de production, d'autres acteurs et d'autres territoires. Et merci encore à toutes et à tous pour votre participation active à cette bulle. On a essayé de transmettre au maximum vos réactions, vos questions. Donc voilà, je vous disais avant, on produira un retour sur cette bulle qu'on vous transmettra, et on a été ravis de vous avoir retrouvés si nombreux. Quelques éléments d'actu avec une prochaine bulle sur la thématique de l'impact carbone des matériaux biosourcés, avec un focus sur le terre-chanvre dans la continuité de la présentation d'aujourd'hui, avec notamment Arthur Eloin-Nénibus dont Samuel parlait tout à l'heure. On sera également présente au salon Passibat à Paris fin du mois sur la thématique de la rénovation passive, avec, dans le cadre de l'animation d'une table ronde avec notamment Samuel Pourget, la CE Les Chantiers de Demain en Normandie et le réseau français de la construction Paille, le 29 mars. Suite à cette bulle, on l'avait pensé aussi initialement pour annoncer le montage d'une formation à distance qu'on a co-créée donc avec Samuel Courget, Arthur Eloin-Nénibus et Thibault Lecomte, les 3 intervenants de notre module Les biosourcés comme alternative aux matériaux conventionnels, qui a lieu à distance en mars et en juin pendant une journée et demie. Et en ressources pour aller plus loin, n'hésitez pas sur cette thématique des biosourcés, allez voir sur notre site internet, nous avons mis en ligne les vidéos du séminaire que nous avons co-animé en janvier avec le CIE Rhône Métropole sur la réhabilitation biosourcée des logements collectifs. Et un rapide coup de projecteur sur l'actualité de la SCOP Les Deux Rives et notamment sur les formations certifiantes DDQE, qui sont un format, comme on vous le disait en intro, 2 jours par mois pendant 8 mois avec un voyage d'études de 3 jours à Lyon, Strasbourg, Dijon, Paris et Caen, avec 4 lancements de nouvelles éditions cette année entre juin et novembre. Donc voilà, une invitation à la réflexion collective pour se positionner sur ces sujets de l'écologie, du bâtiment et du cadre de vie aménagé, avec une approche systémique et globale sur les sujets de l'écologie et du faire ensemble. Donc voilà, une démarche multi-acteurs et transversale qui existe depuis 2003, donc dont on fête les 20 ans, dans l'optique de nous préparer à ce fameux monde d'après, en maintenant les approches écologiques et sociétales, et avec notamment les intervenants que vous avez rencontrés tout au long de ces bulles. Et rendez-vous le 27 mars à midi pour notre premier webinaire DDQE, pour venir découvrir le parcours, la démarche et l'équipe pédagogique et certains anciens stagiaires qui seront là pour échanger aussi. Alors, pour faire très, très rapide, la SCOP Les Deux Rives organise des cycles de formation courte à Lyon, Strasbourg, Paris, Dijon, Caen et à distance, et des voyages d'études. Donc, avec Samuel, comme on l'a déjà dit, sur la réhabilitation énergétique et l'humidité dans les parois. On propose aussi des formations sur les thèmes de la RE 2020 et bas carbone biosourcé, sur le réemploi et bas carbone, sur la construction en terre crue, sur construire en paille, sur le passif biosourcé. On a tout un cycle de formation plutôt à distance sur l'acoustique et une nouvelle formation qui débute là ce début d'été sur la bioclimatique urbaine, sur les enjeux sol au climat. Et pour nos voyages d'études DDQE, le prochain voyage d'études aura lieu au mois de mai sur les sujets bas carbone, vivre ensemble et habitat participatif dans les Vosges, en Alsace et en Allemagne, et un deuxième voyage d'études, parce qu'on aime bien partir voir ce qui se fait ailleurs et être en interaction avec les acteurs de terrain. Ce sera le voyage d'études au Fort Albert sur un territoire en transition qui a lieu fin septembre et pour lequel il reste quelques places.
Et pour finir, comme d'habitude, vous retrouverez les replays de tous les webinaires Bulles des Deux Rives sur notre site internet, donc scope-les2rives.eu, et sur notre chaîne YouTube et sur notre SoundCloud pour la version en podcast. Merci encore pour votre participation à toutes et à tous, et remercie Samuel pour ton intervention éclairante. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle journée. Merci d'avoir partagé cette première bulle de l'année, et à bientôt pour la suite. Nous, on va de notre côté trinquer à cette première bulle et à ces retrouvailles. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir À bientôt. tout le monde. Merci.